Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bonjour, la France, tous ses états. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème extrêmement sensible, j'allais dire terminé, le génocide. Avec Catherine Grinfogel, vous êtes maître de conférence émérite à l'Université de Toulouse-Capitole et enseignante-chercheuse en droit à l'Institut catholique de Toulouse et aussi à l'Institut catholique de Vendée. Vous êtes une spécialiste du crime contre l'humanité. Catherine Grinfogel, merci d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio pour cette émission. Vous publiez Génocide, le mot, la chose, l'histoire aux éditions du Cerf sous l'autorité de Jean-François Colossimo, qui est un éditeur, j'allais dire, qui apporte beaucoup au débat actuel sur l'actualité française et dans le monde. Et vous avez voulu mettre un point sur le i du mot génocide. Et vous l'avez fait d'abord avec du courage, et surtout avec une abnégation, une précision, un travail universitaire que vous êtes. Vous avez couvert la totalité, j'allais dire, du concept génocide avec ses variantes, ses évolutions, et surtout ce qui vous a mis en colère, c'est l'abus de ce terme génocide, peut-être dans des façons inadaptées, au point que vous dites que le terme est quelquefois galvaudé. Catherine Grinfogel, pour commencer, pouvez-vous nous donner la définition, j'allais dire littéraire ou académique, du mot génocide avec son étymologie gréco-latine? Bonjour tout d'abord, Monsieur Légas, merci de m'avoir invité. Alors, quelques définitions, voyons, je les ai notées parce que c'est très précis souvent. Alors voilà, dans le Robert, on nous dit que le génocide est la destruction méthodique d'un groupe humain, mais ça ne suffit pas. Autre définition plus précise, toujours générale, le terme génocide, du grec génos, la race, et auquel on a ajouté le suffixe latin cide, tuer. Donc ce terme désigne l'extermination physique, intentionnelle, systématique et préméditée d'un groupe humain ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines. Et enfin, je vais vous donner la définition de la Cour pénale internationale parce qu'elle n'est pas trop compliquée. Vous savez, les définitions... Et on y reviendra parce que c'est le cœur du sujet. Oui, alors je vais vous la donner rapidement. On entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial, religieux, comme tel. Alors là, suivent une liste d'actes: meurtre des membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances dans le groupe et transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Voilà, donc ce que je peux vous dire, on voit un petit peu quand même de quoi il s'agit. La définition que vous venez de citer, c'est celle de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, c'est celle du 9 décembre 1948, c'est la première fois qu'elle rentre vraiment dans des textes officiels. Oui, oui. Et que l'infraction génocide. L'infraction génocide, bien entendu. Qui est à l'origine? Quand est-ce que le mot génocide, le concept des génocides, apparaît dans l'histoire? Bien entendu, c'est Raphaël Lemkin, personnage essentiel dont vous faites un portrait éloquent parce que c'est un juriste polonais qui se trouve aux États-Unis pendant la guerre. C'est lui le premier qui signale qu'il est en train de se passer quelque chose sur cette planète qui ressemblerait, alors on va appeler génocide, à une destruction de masse d'une population humaine pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. C'est la première fois qu'on met le doigt. Il y avait eu des crimes dans l'histoire auparavant, énormes bien sûr, que ce soit les conquêtes mongoles, que ce soit les conquistadors en Espagne, ce sont des centaines de millions de morts au total. Bien sûr, toutes les guerres sont violentes, mais là, Raphaël Lemkin dit attention, il est en train de se passer quelque chose de terrifiant. Comment ça se passe? C'est en 1943, je crois, ou 42. À vrai dire, il travaillait depuis assez longtemps sur le concept parce qu'il avait été frappé, précisément, vous savez, là je fais un petit retour en arrière. Pourquoi qualifier ces actes, après tout? Pourquoi les qualifier? On a eu envie de les qualifier à partir du moment où on s'est dit qu'il fallait les punir, les juger. Voyez? Et ce qui avait marqué la conscience de Raphaël Lemkin, c'est précisément ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide des Arméniens, déjà à l'époque. Donc depuis cette époque-là, il travaillait là-dessus en disant mais comment ça se fait que, vous savez, ce crime-là est passé aux oubliettes de l'histoire, il n'a pas été jugé, du moins au niveau international.
Et donc, c'est alors qu'il a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, et que finalement, alors, il avait proposé, alors évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, les choses se précisent malheureusement plus encore, et il continue donc de peaufiner son concept, d'écrire des articles, d'essayer de les transmettre. Lui, entre-temps, c'était un juif polonais, il s'était réfugié aux États-Unis, et il essaie de faire circuler son idée parmi tous les gens qu'il connaît dans la sphère du droit, si vous voulez. Il alors arrive plus ou moins... Notamment le futur président du tribunal de Nuremberg, je crois, qui est le procureur, je veux dire. Jackson. Il l'approche, il arrive plus ou moins à faire partie de la commission des crimes de guerre. Terme générique, terme valise où on met tout ce qui s'est passé. Voilà, bien sûr. C'est pour l'instant un crime de guerre. Donc il y a des commissions qui sont établies, surtout aux États-Unis, et lui, un peu partout, remarqué, mais ce sont les États-Unis qui ont initié le procès de Nuremberg. Et c'était d'ailleurs la première fois que l'on voyait ce type de crime puni au niveau international. Alors donc lui, il multiplie ses efforts, il va partout, etc. Malheureusement, le crime de génocide, enfin la qualification de génocide ne l'emporte pas à Nuremberg. Ce qui l'emporte, c'est le crime contre l'humanité. Ça vous dit déjà d'ailleurs la proximité entre les deux infractions, puisque on cherche alors une qualification indépendante pour qualifier ces crimes dont on sait qu'ils ne sont pas des crimes de guerre, qui se situent en marge de la guerre. Ou au-delà, oui, bien sûr, bien sûr. Ça va être une nuance d'ailleurs, et je vais dire, ça va être un instant important de notre échange, cette distinction, j'allais dire, sémantique et juridique entre la notion de génocide et de crime contre l'humanité à partir du crime de guerre. Pour autant, Raphaël Lemkin, l'idée a du mal à passer. Je crois même que ça remonte au président Roosevelt qui est interpellé. On a du mal à admettre, on a du mal à concevoir. On se dit c'est pas possible que ça en soit là, ou c'est parce qu'on a peur de ce que ça peut signifier. Peut-être oui, parce que vous savez, le professeur Lombois, qui est un professeur de droit pénal, écrivait dans son manuel, le souverain, c'est celui qu'on ne contraint pas. Et tous ces souverains, ils veulent bien punir les autres, mais ils ne veulent peut-être pas qu'eux-mêmes soient traînés devant les juges si quelque chose était à leur reprocher. Donc, effectivement, Roosevelt considère que c'est trop tôt, que c'est pas le moment, mais malgré tout, on est quand même contraint d'adopter une qualification précise pour ce type de criminalité qui, comme on l'a dit, se situe en marge des hostilités, ou au-delà, comme vous l'avez précisé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, alors oui, l'idée au départ, c'est de tout dire, tous les crimes de guerre. Hein, qu'importe, bon, il y a des distinctions. En vrac, j'allais dire, en vrac, oui. Voilà, on va tout mettre en vrac, l'essentiel, c'est la punition. Mais en réalité, c'est ce qu'on se résout à faire parce que, vous savez, le droit n'aime pas la rétroactivité. La rétroactivité n'existe pas, ne doit pas exister. Catherine Greffogel, justement, est-ce que cette prudence, cette réticence à utiliser d'emblée, dès la guerre, dès les années 40-43, le terme de génocide, est-ce qu'on peut imaginer que ça aurait signifié pour les dirigeants du monde libre qu'ils savaient qu'il se passait des choses terribles à Treblinka, à Auschwitz, à Dachau, à Bergen-Belsen, et on sait que rien n'a été fait. On a découvert, entre guillemets, après toute cette horreur. Est-ce que le fait de reconnaître génocide à l'époque aurait prouvé que, on aurait pu au moins le dénoncer, au moins intervenir, au moins le signaler de façon plus véhémente, et qu'il y a eu un grand silence jusqu'à 44? Et là, je peux pas vous dire finalement comment... Il n'y a aucune preuve, mais c'est curieux cette réticence sur le mot génocide, comme si ça allait les engager de façon rétroactive, comme vous disiez, par rapport à des responsabilités qu'ils n'auraient pas su prendre ou qu'ils n'auraient pas pu prendre. Peut-être, ça j'avoue que je ne me suis pas posé la question à ce niveau-là, mais je pense... ça reste une énigme quand même. On sait qu'il y a des camps, il y a des dénégations, non c'est pas vrai, c'est pas possible, ça devient notoriété publique, et jusqu'au bout, jusqu'à que les soldats anglais, américains et russes aillent dans les camps, ça reste quelque chose d'hypothétique. Pichipoy, comme on dit à Drancy, c'est une hypothèse, c'est un monde virtuel. Officiellement, parce qu'officiellement... Mais bien sûr, mais bien sûr. Les dirigeants de ce monde le savent très 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 bien.
Ils le savent très bien ce qui se passe. À ce niveau-là, on ne peut pas ne pas le savoir au niveau supérieur de la nation. Ils le savent. Alors, est-ce que le mot génocide leur aurait fait peur ? De toute façon, peur ou pas peur, il y a eu quand même l'adoption de la notion de crime contre l'humanité parce qu'on était contraint de le faire, comme je vais vous l'expliquer si vous voulez. Mais ce n'est sorti qu'en 1945 finalement. Une fois la guerre terminée. J'allais vous dire après la bataille. Après la bataille. Exactement. Catherine Griffogel, on fait une petite pause. On se retrouve dans cet échange passionnant dans quelques instants. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Catherine Griffogel, auteure de Génocide, le mot, la chose, l'histoire, aux éditions du Cerf. Catherine Griffogel, vous écrivez « Je voudrais saluer la mémoire de Raphaël Lemkin, dont l'œuvre a simplement contribué à l'évolution du droit des infractions internationales. Épris de justice, il consacra sa vie à une seule idée, l'interdiction de la destruction des peuples. Son autobiographie révèle les difficultés de son combat, mais s'il fallait n'en retenir qu'une image, ce serait celle du jeune garçon à l'âme poétique, idéaliste et sensible, qui le conduisait à rêver à un monde plus juste. » Catherine Griffogel, après tous ces constats et ces engagements courageux, est-ce que le monde est plus juste aujourd'hui ? Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, on avait dit plus jamais ça, cela nous a servi de leçon, etc. Mais est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ? Regardez tous les massacres, je ne vais pas dire génocide, parce que génocide, c'est une qualification. On va y revenir. On va les prendre un par un, Catherine Griffogel. Alors, dites-nous justement quels sont aujourd'hui les trois, je commence par le terme massacre, pour que vous donniez vous le terme, les trois grands massacres de l'histoire qui ont été qualifiés officiellement de génocide par les juridictions internationales. Il y en a trois. Le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. La Shoah, donc l'Holocauste. On appelle Shoah ou Holocauste dans les pays anglo-saxons, n'a pas été qualifié génocide à Nuremberg, mais a été reconnu comme tel par l'ONU. C'est le premier, hein, c'est le premier. Bon, il est caractérisé, là, quand même, on est d'accord. Là, il n'y a pas de polémique possible. À part les révisionnistes, c'est incontestable. Oui, exactement, je suis d'accord avec vous. Alors ensuite, la Convention sur la prévention et la répression du génocide a été adoptée en 1948. Voilà, je disais, le 9 décembre. C'est ça, puisque à Nuremberg, bien que Lemkin ait essayé de faire entendre sa voix, c'est Lauterpacht, un autre juriste, qui a fait Lauterpacht, qui a fait prévaloir le terme, la formule de crime contre l'humanité. Donc en 1948, avec tous les efforts qu'il a multipliés, et c'est pour ça que je lui rends hommage d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas de vie, il ne s'est jamais marié, il n'a pas eu d'enfant, il n'avait même pas de boulot permanent, puisqu'il passait son temps à essayer de convaincre. Donc en 1948, la Convention sur le génocide est adoptée, et pendant longtemps, jusque dans les années 90, rien à ce propos, rien. Mais arrivent la Yougoslavie et le Rwanda. Là, des tribunaux pénaux internationaux spéciaux, qu'on appelle ad hoc, créés spécialement pour les besoins de la cause, sont créés juste pour ça. Vous voyez, ils sont spécialement c'est le tribunal pénal international pour le Rwanda, pour la Yougoslavie, ensuite pour le Rwanda, et ceux-là ont appliqué la notion de génocide. Alors, justement, puisque vous parlez de... Alors, c'est là où on a un classement. On a le premier classement officiel, si je peux m'exprimer ainsi, des génocides. Il y en a trois. Lesquels ce sont? Donc vous avez dit la Shoah. La Shoah. Nous avons le Srebrenica en ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et l'Arménie? L'Arménie, non. Si. L'Arménie. Alors, vous savez, il y a des degrés, il y a des niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, le génocide arménien, c'est un vrai génocide. Il est contesté par l'État turc. Bon, ça, on sait pourquoi. C'est une réalité. Alors, il n'a pas été reconnu par l'ONU, justement, en raison de ces tiraillements politiques qui font que, mais il a été reconnu au niveau régional, au niveau national, à de très nombreux niveaux. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de doutes là-dessus, à part en Turquie, évidemment. Bien sûr.
Donc Arménie, Shoah, le Rwanda, là aussi reconnu de façon juridique affirmée, même s'il y a peut-être localement des contestations. Et Srebrenica, alors ce n'est pas la totalité du conflit yougoslave, c'est le drame de Srebrenica. On se souvient du général Mladic isolant les jeunes hommes à Srebrenica, et quelques jours après on retrouve le charnier. Là il y a eu une démarche pour aller sur le plan juridique. Il y a volonté d'exterminer une qualité de population précise par rapport à son identité. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Volonté d'éradiquer une partie de la population. Ils étaient tous musulmans. C'était des hommes et des jeunes garçons musulmans qu'on a assassinés à Srebrenica. Effectivement, vous avez besoin de souligner que ce n'est pas tout le conflit, ce sont des séquences du conflit. Les paramètres peuvent être raciaux, culturels, confessionnels, politiques. Quand on voit les génocidaires, ils invoquent souvent des motifs différents. Là, en l'occurrence à Srebrenica, c'est parce qu'ils sont musulmans, ils sont bosniaques musulmans. Les Allemands, les nazis, c'est parce que c'est là où ça va le plus loin, parce que l'être était né juif, même nourrisson, il va être supprimé. Là, on est dans le génocide caractérisé. C'est un phénomène qui aujourd'hui est rentré dans les consciences du droit, où on a encore du mal à le déterminer, à l'appliquer. Du droit, Est-ce que tous les juristes sont conscients qu'une situation peut être un génocide, ou il y a des gens, on peut encore vous dire mais non, c'est pas tout à fait un génocide, c'est un crime de guerre aggravé. Vous voyez, c'est un petit peu ce que l'on est en train de. Quand on fait l'inventaire des génocides de l'histoire, il y en a qui sont soumis à des doutes. La Vendée, est-ce que ça en est un? Il y a polémique, il y a débat. Vous vous souvenez, parce que vous aviez comme moi l'âge, on était très jeunes, le Biafra, qui fut un petit génocide, une tragédie, la Bosnie. Il y a eu les crimes du stalinisme. À un moment donné, il peut y avoir un aspect génocidaire dans les liquidations staliniennes sur des dizaines de millions de populations. Hier, quand nous préparions cette émission, vous me rappeliez que Staline avait tué plus de gens qu'Hitler. On ne s'en réjouit pas, on s'en félicite pas, mais c'est un fait mathématique. Et puis il y a eu le Cambodge. Quand même, Pol Pot avec les Khmers rouges, il y a eu une extermination déterminée d'une population parce qu'elle se trouvait là, à ce moment-là, de sa propre population. Est-ce que le terme génocide aujourd'hui peut toucher d'autres cas dans l'histoire qu'on a oubliés? Probablement oui. Déjà, l'ONU a dit l'ONU a dit qu'il ne voulait pas se pencher sur les cas du passé d'avant la Convention sur le génocide. Voilà, comme ça. Alors déjà, on vote en touche. Bon. Voilà. Maintenant, on peut toujours discuter. C'est vrai que. Alors, le problème également, c'est que la définition du génocide est une définition juridique. Elle est très encadrée par le droit. Mais le problème, c'est que de nombreuses autres disciplines se sont emparées de ce concept et l'ont élargi. Tout à l'heure, vous me parliez du génocide culturel. Bon, on va parler par exemple de notions voisines, genre ethnocide. Oui. Ça, c'est un génocide culturel parce qu'en réalité, le génocide culturel était prôné par Lemkin, il l'aurait voulu, mais cela n'a pas été accepté à l'ONU. Et dans la Convention sur la répression et la prévention du génocide, n'intègre pas le génocide culturel. Mais les historiens, par exemple de nombreux historiens tout à fait respectables, ont élargi la notion. Et alors là, c'est le problème, me semble-t-il. Et on peut y mettre de tout dedans, si vous voulez. Quand le président de la République dit le colonialisme est un crime contre l'humanité, il va un petit peu loin, en tout cas en termes de droit. Je trouve, il faut connaître les définitions. Écoutez, comme je le dis toujours, qualifier un crime de génocide n'est pas une opinion, ni même une posture morale, comme on la trouve souvent aujourd'hui, c'est tout simplement le résultat d'une analyse basée sur le droit. Et vous le savez, on en a discuté hier, ce mot est entré dans le langage courant. Pour certains, c'est même un élément de langage, on le martèle, on l'assène toute la journée. Et d'ailleurs, je le regrette, je le déplore, parce que, si vous voulez, c'est la situation de fait qui a établi une espèce de gradation entre les infractions internationales, c'est-à-dire crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, évidemment en tête le génocide, alors que cette gradation n'existe pas en droit. On va partir des faits. Admettons, comme vous le disiez tout à l'heure, tenez, un massacre, une fosse commune pleine de corps. Horrible, c'est horrible.
On peut qualifier cela de crime de guerre, on peut le qualifier de crime contre l'humanité, on peut le qualifier de génocide. Vous voyez ? Cela peut être bien tout sûr, aussi bien par sûr. gradation. Simplement, dans l'imaginaire collectif, le mot de génocide est devenu C'est un marqueur. C'est un superlatif idéologique qui sert certaines analyses qui sont orientées. On en est bien d'accord. On va aborder d'ailleurs, le sujet de l'actualité qui est le Proche-Orient dans quelques instants. On fait une pause, Catherine Grimm-Fogel, et on vous retrouve pour la suite. Je rappelle le titre de votre livre, Le génocide, le mot, la chose, l'histoire, aux éditions du Cerf. À tout. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes toujours avec Catherine Grimm-Fogel, auteure de Génocide, le mot, la chose, l'histoire, aux éditions du Cerf. Je rappelle aux auditeurs de Sud Radio qu'ils peuvent intervenir quand ils le veulent pour participer à ce débat passionnant et instructif en faisant le 0826 300 300 0826 300 300. Catherine Grimm-Fogel, l'acte de naissance du génocide, la résolution 96 du 11 décembre 1946, parle d'un refus de l'existence à des groupes humains entiers, comme l'homicide et le refus du droit à l'existence de l'individu. On peut faire une corrélation entre, refus à des groupes humains entiers, homicide, refus de l'existence à un être humain unique. Est-ce qu'il y a une nuance juridique ? Alors, en droit, oui, puisque dans le premier cas, lorsqu'il s'agit de groupes, lorsque les groupes est visé, c'est le génocide, alors que lorsque l'individu est visé, pas le groupe, mais je vais vous dire après que pour moi, ça revient plus ou moins au même. Lorsque l'individu simplement est visé, c'est le crime contre l'humanité. Vous voyez ? Bien sûr. Pour moi, c'est la même chose. À quel moment apparaît la nuance ? Il y a un juriste précis qui dit attention. Au départ, c'est le crime contre l'humanité. Le génocide est une fraction, est un instant du crime contre l'humanité, ou ce sont deux paramètres différents ? Au départ, ce sont deux paramètres différents. Je reviens à Nuremberg, comme on disait tout à l'heure. Les deux juristes, les deux sont juifs, les deux sont polonais, les deux sont de la ville de Lvov, en Pologne. Et Hersch Lauterpacht, dont nous parlions tout à l'heure, lui est à Londres, il est un professeur de droit, écouté, etc. Et il y a de l'autre côté Lemkin qui, lui, est aux États-Unis. Alors Lemkin, lui, a toujours voulu défendre les groupes. Donc lui fait valoir la défense des groupes. Le groupe que caractérise son ethnicité, sa religion, sa race, etc. Tandis que Lauterpacht, les deux veulent faire évoluer le droit international qui en est assez balbutiement, il n'est pas très évolué à cette époque-là. Et lui veut mettre les droits humains au cœur du nouvel ordre international qui se crée, qu'on veut créer, qui commence d'ailleurs à Nuremberg, on peut dire. Et voilà, alors... Donc, c'est le crime contre l'humanité qu'il a emporté à Nuremberg, c'est la défense des droits fondamentaux humains, des individus, que l'on veut placer donc au centre du droit international pour leur protection, sa protection, alors que Lemkin, lui, vise les groupes. Mais moi... allez-y. Non, j'allais vous dire, nous allons approcher justement, et on y vient tout doucement, la situation au Proche-Orient, à Gaza. Nous écoutons d'abord Elie Barnavi, qui fut ambassadeur d'Israël en France. Et si on n'arrête pas, si ceux qui peuvent l'arrêter ne l'arrêtent pas, on continuera comme ça jusqu'il ne reste plus rien à Gaza. À ce moment-là, il pourra dire que la victoire totale qu'il nous promet depuis le début de l'opération est enfin atteinte. Et on se sera rendu coupable d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité massif. Il utilise, Elie Barnavi, insoupçonnable, ambassadeur d'Israël, haute figure intellectuelle de gauche, professeur d'histoire. J'imagine que pour lui, ça doit être difficile à prononcer. Il dit, crime de guerre, et on est dans le crime contre l'humanité massif. Est-ce qu'à Gaza, aujourd'hui, vous qui avez, planché de façon, exemplaire sur ce sujet, sur ce concept, est-ce qu'il y a crime contre l'humanité à Gaza aujourd'hui, à vos yeux ? C'est difficile à dire. Vous savez que la Cour pénale internationale a été saisie, a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou.
Wapola, donc attendons ce qu'elle va dire. Déjà, ils ne sont pas poursuivis pour génocide, ils sont poursuivis uniquement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors, c'est très difficile à dire. Seulement, et peut-être pas le terme, seulement crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, il est quand même aussi grave que le génocide. Il en est une variante, si je puis dire. Moi, je trouve, et comme le crime de guerre, oui, comme le crime de guerre. Bien sûr. Mais les trois sont tout aussi graves. Il n'y a pas de gradation, je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous savez, comme on le disait hier, aucune guerre n'est propre, il y a toujours des débordements, il y a toujours des gens qui parlent à tort et à travers. On a accusé certains dirigeants politiques là, de dire des insanités, des trucs abjects. Peut-être que certaines compagnies de soldats, certains soldats se sont mal comportés dans l'armée de Tsahal, est-ce que je sais vous savez, c'est tellement compliqué ces trucs-là. Alors il se peut effectivement qu'il y ait eu quelques crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, il se peut. Moi, vous savez, je dis toujours, il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas de génocide, mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé là-bas est parfait. La situation est horrible, elle est désastreuse, elle est catastrophique. Alors, attendons de voir ce que va en dire la Cour pénale internationale, je vous le dis. Voilà, et il se peut effectivement qu'il y ait eu quelques excès de guerre, effectivement. Ceux qui sont hostiles, dans les commentateurs, les observateurs, les responsables politiques, ceux qui sont hostiles à la reconnaissance d'un génocide aujourd'hui à Gaza, en Palestine, partent du principe que s'il y avait génocide, vu la puissance de feu de Tsahal, l'armée israélienne, la Palestine aurait pu être éradiquée. S'il y avait une volonté de l'État d'Israël, du gouvernement israélien, de procéder à un génocide, la Cisjordanie aurait été touchée, d'autres populations palestiniennes auraient été touchées, et la situation pourrait être encore pire que ce qu'elle est. Pour autant, il y a de la part de l'état-major de Tsahal et certainement dans l'intention de Benyamin Netanyahou la volonté de éradiquer Gaza. Il le formule presque en disant on va nettoyer. Alors il n'y a pas le mot nettoyage ethnique, il n'y a pas le mot on va débarrasser totalement la Palestine, en tout cas la bande de Gaza des Palestiniens. Il cible bien le Hamas. À un moment donné, vous êtes d'accord, Catherine Rinfogel, et vous êtes une universitaire, vous êtes précise. La nuance quelquefois est très ténue, et on voit bien que sur le terrain, il y a eu des actes qui dépassaient le crime de guerre, qui allaient à un moment donné contre un crime contre l'humanité, des enfants affamés, des hôpitaux bombardés, même si ensuite on pouvait dire oui, mais ça cachait à un moment donné des armes ou un centre opérationnel du Hamas. L'armée israélienne, en tant qu'armée israélienne, vu l'histoire d'Israël, vous comprenez que ça ait pu interpeller certaines personnes quand on voit la violence de cette répression et les atrocités qui s'y sont commises. Je comprends tout à fait. Ce que veut éradiquer Netanyahou, son gouvernement et Israël, c'est le Hamas. C'est pas les Palestiniens. D'ailleurs, si vous avez été en Israël vous-même, moi je suis allée quelques fois, vous aussi je crois, vous avez vu un apartheid, il y a plein de Palestiniens qui travaillent, qui sont chauffeurs de taxi, qui ont des plages à eux, qui agissent, qui travaillent. Bon, ça s'appelle pas un génocide. La population de Gaza a doublé, triplé en quelques années. Ça s'appelle pas non plus un génocide. On n'appelle pas non plus génocide le fait de dire que si demain vous rendez les otages, la guerre s'arrête immédiatement. Bon, ce que veut faire le gouvernement israélien, il veut éradiquer le Hamas, qui est un danger, qui est un malheur, non seulement pour Israël et ses habitants, mais aussi pour les Palestiniens, qui sont vraiment des victimes de ce groupuscule de terroristes. Dont certains continuent à considérer en France que c'est un mouvement de résistance, je le rappelle au passage. Je vous avoue que ça me choque un petit peu quand même, et certainement, je pense beaucoup d'auditeurs seront choqués. Comment peut-on dire que ce sont des résistants? Comment peut-on, ils disent ça pour pas dire pour écarter la qualification de terrorisme, mais ce sont des terroristes. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Alors j'allais y venir, le 7 octobre. Oui. La plus terrible abomination perpétrée contre des Juifs depuis la Shoah. On va épargner les détails, mais nous savons, au-delà peut-être de certains faits qui ne se sont pas produits, mais enfin en tout cas c'est un massacre caractérisé. On est bien là dans le crime contre l'humanité. Les militants du Hamas qui se sont introduits dans ces kibboutz sont allés tuer du juif parce qu'ils étaient nés juifs. On est bien d'accord.
Alors, on me dit oui, c'est une opération de vengeance, c'est une opération militaire. Il s'avère que sur la forme, c'est une opération de vengeance militaire. Dans le fond, les atrocités qui y sont commises, et on a les exemples, et ensuite les prises d'otages, on est quand même dans du crime de l'humanité caractérisé. C'est important à reconnaître. Moi, je dirais même qu'on va là jusqu'à un génocide. Alors voilà, c'est là que... Est-ce qu'on est au génocide ? Oui, parce que, si vous voulez, quand le Hamas, je n'ai pas regardé les films, c'était trop horrible, je ne peux pas regarder, qui ont été faits par les gens du Hamas eux-mêmes, pour montrer le travail bien fait. Comme un trophée, ils les ont montrés comme des trophées. C'est une horreur. Mais je sais qu'ils ne disaient pas, on veut, vous parlez de vengeance, là, on va tuer les Israéliens qui nous... comme s'ils étaient des occupants, vous voyez, comme on tuerait une population occupante. Non, ils ont dit, on va tuer les Juifs. Et on sait très bien que dans les statuts du Hamas, c'est un but du Hamas que d'éradiquer Israël et tous les Juifs de la terre. Bon, je ne sais pas comment ils peuvent y arriver, j'espère que non. Mais vous voyez, c'est leur but. Les Juifs, ce n'est pas les Israéliens, c'est pas pareil. Alors là, j'irai jusqu'à dire que c'est un génocide. Par contre, on a parlé d'actes particulièrement horribles. Oui, cruels. Oui. Alors, la cruauté plus ou moins grande d'un acte n'en fait pas... c'est pas ça le critère de distinction, ça n'en fait pas un crime contre l'humanité plutôt qu'un crime de guerre ou quoi, hein. Je vous l'ai dit. La nuance est autre. La nuance est autre. Elle n'est pas là. Elle est dans l'intention. Je l'ai déjà expliqué. C'est l'intention. Et l'intention du Hamas, il s'en est pas caché. Ils l'ont clamé. Ils le disent régulièrement. C'est de détruire le peuple juif. Ils n'en veulent pas. Et c'est la même chose quand on dit de la rivière à la mer. Il y a eu dans toutes les guerres, alors si on remonte dans l'histoire, autres les tragédies du Moyen-Âge, la conquête romaine par Jules César, on parle presque d'1 million de morts. On passe des villages entiers par les armes. Louvois dans le Palatinat, les dragonnades et j'en passe, et l'Inquisition, c'est une tragédie absolue. La guerre d'Algérie, il y a des témoignages avec des polémiques sur est-ce que, voilà, certains commentateurs ont dit il y a eu des orados sur glane en Algérie. Il peut y avoir des crimes contre l'humanité au-delà du crime de guerre dans certaines situations spécifiques. On est d'accord. C'est peu. Dès lors que la population qui a été malmenée ainsi, je dis malmenée parce qu'il y a plusieurs façons de... Oui, j'entends bien. Oui. À condition qu'elle participe à un groupe précis et que ce soit ce groupe précis-là qui soit visé. Vous voyez par exemple à Srebrenica, on visait les musulmans, alors qu'à Vukovar, où il y a eu aussi des événements de ce genre, on a exterminé tous les gens qui étaient dans un hôpital, qui s'étaient réfugiés là, ben je n'y vois pas, et ça n'a pas été d'ailleurs reconnu comme génocide, parce que, c'était... j'y verrais et d'ailleurs ça a été jugé comme crime de guerre, vous voyez, malheureusement, les pertes et profits liés à la guerre. C'est tout aussi horrible, vous voyez, mais un groupe particulier n'était pas visé. Catherine Greffogel, on remarque une pause et nous poursuivons cet échange très 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 instructif dans quelques instants. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Dernière ligne droite de cet entretien sur le génocide avec Catherine Greffogel. Je vous rappelle, chers auditeurs de Sud Radio, que vous pouvez nous joindre au 0826 300 300 pour intervenir. Vos avis seront reçus avec beaucoup d'intérêt. Catherine Greffogel, vous dites une vision du génocide qui dépasse la notion juridique. Qui trop embrasse mal étreint, le fait se vérifie, il n'est de jour qui passe sans que le mot génocide ne soit brandi par des ignorants à l'indignation facile, davantage préoccupés d'arrière-pensées électoralistes, de jugements moraux et d'opprobre à jeter sur les uns et sur les autres, que la réalité objective mesurée à l'aune de la législation bâtie autour du génocide. Vous avez l'impression d'exprimer un ras-le-bol de ce galvaudage du terme génocide par des gens qui le récupèrent à des fins idéologiques alors que ça ne correspond pas à la réalité. Vous parlez de la France insoumise en particulier, ça peut s'étendre à d'autres personnes aussi. En général, on entend ça toute la journée. Certaines factions politiques d'extrême gauche en font un élément de langage. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas une conversation sans qu'on vienne nous brandir le terme de génocide. Alors déjà, ce qui me choque, c'est que des massacres, des situations horribles de guerre qui durent depuis même parfois des années. Il y en a plein en ce moment. Dans le monde entier, tenez le Soudan, partout, de temps en temps, on voit des articles dans les journaux, la guerre oubliée. Vous voyez combien il y a de morts au Soudan.
On parle pourquoi la guerre oubliée? Parce que personne n'en parle. Vous voyez, ces gens qui sont tellement indignés, pourquoi ils sont indignés par ce qui se passe à Gaza et en Israël, et qu'on ne dit jamais rien sur ce qui se passe ailleurs, au Soudan, en Irak, dans le Haut-Karabakh. Les Arméniens ont été obligés de partir de l'Azerbaïdjan, c'est bien ça. On n'en parle pas, ça passe aux pertes et profits de l'histoire, vous voyez. Et c'est ça qui me choque, parce que si on a envie, pourquoi pas, on peut être indigné par ce qu'il se passe. Alors, ce qui m'ennuie aussi, vous voyez, quand on parle, vous me parlez tout à l'heure, ce qui se passe à Gaza, etc. Est-ce que l'information, comment reçoit-on l'information? Vous savez que Raphaël Einthoven, il a été, il a été massacré médiatiquement, parce qu'il avait eu le malheur... Et menacé. Parce qu'il avait eu le malheur de dire que les seuls journalistes admis à Gaza, les seuls journalistes qui vont à Gaza sont ceux qui sont validés par l'armée israélienne. Validés par le Hamas. Par le Hamas. Ils sont validés par le Hamas. Ils vont dire C'était la définition de l'armée israélienne, qui disait les seuls journalistes ce sont ceux que le Hamas autorise. Voilà, c'est pour ça que la polémique est sortie. Il a repris les termes de Tsahal. Alors, où est le vrai du faux? C'est très compliqué. C'est pour ça que je préfère attendre que se prononcent les juridictions, que tous les faits soient amenés au grand jour et que l'on voit. Mais c'est sûr que ce qui se passe là-bas, c'est trop, c'est certain, c'est trop. Il y a un paradoxe dans l'histoire. Les guerres de religion en France qui ont été d'une violence absolument épouvantable, au sein d'une même famille confessionnelle. C'était au nom des évangiles que les protestants et les catholiques se sont massacrés, au point de créer, vous disent les historiens et les sociologues, une césure dans la société française qui fait que l'autre est un salaud. On dénigre et on disqualifie l'opposant politique sur la base des haines engendrées probablement dans les mentalités, dans les consciences, au moment des guerres de religion françaises, voyez, au XVIe siècle. Aujourd'hui, vous faites un constat assez pessimiste. J'allais dire, des crimes contre l'humanité, des génocides, on les connaît, on les a pointés, on les a désignés. Alors ensuite, il y a des nuances, est-ce qu'il y a des états de gravité? Vous dites qu'il y a une impuissance de la communauté internationale. Vous voulez dire quoi? Que les armes juridiques que l'on a, les instances qui ont été créées, ne suffisent pas à dissuader ou à éradiquer la possibilité qu'il y ait génocide et crimes contre l'humanité? Ben non, oui, c'est ce que je dis, effectivement, parce que nous avons les armes, donc encore faut-il vouloir les utiliser. Et malheureusement, des préoccupations de politique internationale, des pressions, font que certains génocides ou certains actes qu'il faudrait normalement sanctionner, qu'il faudrait punir, eh bien ne le sont pas. Parce que la politique l'emporte sur le juridique. Nous avons les armes. Voyez? Donc je suis pessimiste et optimiste à la fois, parce que c'est déjà beau d'avoir ces armes. On a une Cour pénale internationale permanente. C'est formidable, vous savez, il suffit de se rappeler le temps où on n'en avait pas. Vous parliez tout à l'heure des guerres de religion, de César, on est remonté à loin. Il suffit de lire la Bible pour voir qu'à chaque page, nous avons des massacres. L'Holocauste est un terme biblique. L'Holocauste est un terme biblique. Exactement. Mais tout ça pour vous dire qu'à l'époque, c'était presque valorisant, quoi. Plus on gagnait des territoires, on gagnait des populations, voyez. Mais est arrivé un moment où on s'est aperçu que ça ne pouvait plus passer aux pertes et profits de la vie internationale, qu'il fallait punir, qu'on ne pouvait plus supporter. D'ailleurs, déjà, au Moyen-Âge, c'était saint Thomas d'Aquin prônait l'intervention pour cause d'humanité. Il faut intervenir dans le prince. Il a inventé l'ingérence. C'est saint Thomas d'Aquin qui a inventé le concept d'ingérence au XIIIe siècle. Le concept d'ingérence. Alors, ça marche sans plus. Oui. Vous voyez, toujours pareil. Si vous verrez, si vous avez lu mon livre, vous avez vu que, par exemple, au Rwanda, on savait très bien ce qui se passait. Oui, tout à fait. Il y avait déjà les forces de l'ONU. On n'a rien dit, on n'a rien fait. Très souvent, on sait, mais on n'agit pas. Pourquoi? Parce que il y a aussi des impératifs de type économique, ça ne nous intéresse pas, on s'en fiche s'il y a là-bas. Disons qu'on a l'ingérence à géométrie variable en fonction des intérêts et des enjeux géopolitiques. Il y a des endroits où on ne va pas oser le définir comme tel. Je prends l'affaire Halimi, ce jeune homme qui a été torturé à mort. Est-ce qu'il peut y avoir la notion de micro-génocide sur un seul individu parce qu'il est juif et qu'on va le détruire
parce qu'il est juif, même si c'est un seul être humain? Alors écoutez, dernièrement, la Cour de cassation, c'était en mai, je crois, de cette année, a bien expliqué que dans le cadre d'un génocide, le nombre ne compte pas. Voilà. Ça peut être un seul. Maintenant, vous savez qu'en droit français, le génocide est un crime contre l'humanité. Alors j'allais y venir. Le génocide dans le droit français, faites-moi une petite définition rapide, avec une spécificité. Il y a le livre 2, alors je vous aide, je reprends votre bouquin que je n'ai pas appris par cœur, mais je m'en suis vraiment imprégné. Il y a le livre 2, le livre 1, avec crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Quelle est cette nuance juridique dans le droit français? Contre l'humanité, contre l'espèce humaine, à mon avis, il n'y en a pas. Et autre crime, et le livre 1 et le livre 2, autre crime contre l'humanité, ça englobe quoi? Alors, justement, crime contre l'humanité, contre le genre humain. D'abord, nous avons le génocide, le premier, et ensuite, nous avons les autres crimes contre l'humanité. Vous voulez dire qu'au sommet du podium, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le génocide. Voilà. Et le crime contre l'humanité en est une variante. Je pensais que c'était le contraire. Je dirais, il y a le crime contre l'humanité. Je vous pose la question. Général, avec le génocide, c'est-à-dire, c'est la même chose, en gros. Bon, si vous voulez, ces deux incriminations peuvent se superposer. Elles ne correspondent pas dans tous leurs éléments, mais elles peuvent se superposer pour l'essentiel. D'accord? Alors, il y a la catégorie des crimes contre l'humanité. Dès lors qu'on tue quelqu'un, voilà, je vais vous donner la définition abrégée de André Frossard, oui, que je trouve extraordinaire. Qui est très belle, qui est très belle, qui est très belle. Le crime contre l'humanité, c'est tuer quelqu'un sous le prétexte qu'il est né. Voilà pour André Frossard. Voilà ce que c'est qu'un crime contre l'humanité. C'est clair et net. C'est clair et net. Clair et net et très précis. Si l'on arrive à démontrer que on a tué, vous parlez de ce pauvre garçon, ce jeune Halimi qui a été tué parce qu'il prétendait qu'il avait de l'argent, comme tous les juifs, naturellement, c'est bien connu. J'ironise évidemment. On a tué ce garçon parce qu'il était juif. C'est un crime contre l'humanité. Si on arrive à prouver qu'on l'a... Mais ça revient un peu au même, si vous voulez. On arrive à prouver l'intention à travers lui d'éradiquer tout le groupe, alors on peut dire que c'est la circonstance aggravante du crime contre l'humanité. Là, on peut l'appeler génocide. C'est un peu comme ça que fonctionne le code pénal, vous savez. De tous les crimes contre l'humanité, nous avons le génocide, nous avons ensuite les autres crimes contre l'humanité, lesquels comportent même le crime de guerre aggravé selon, vous avez dû voir ça, selon l'affaire Barbarie, vous savez. Les nuances sont... Non, mais les juristes sont des gens précis. Vous, les universitaires, vous les aidez. Et donc, je pense qu'il serait important que à la fois les responsables politiques, les commentateurs, les magistrats, les avocats, qui sont amenés à se pencher sur cette notion de génocide et de crime contre l'humanité, lisent votre livre, l'examinent, l'intègrent, pour qu'il soit aujourd'hui dans la précision et une application plus saine et plus conforme à la réalité de la justice sur ce thème tragique du génocide. Catherine Griffogel, merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur Sud Radio dans la France, dans tous ses états. Je pense que nous aurons peut-être vu l'actualité et l'histoire à l'occasion de nous reparler, et je vous félicite sincèrement pour le travail exemplaire que vous avez accompli dans l'éclaircissement de la vérité dans des termes justes sur le génocide. À bientôt, Catherine Griffogel.